Mr. Bolden, I'm sure you still meet the remark that, what are the Negroes, why aren't they optimistic? They say, but it's getting so much better. There are Negro mayors. There's Negroes in all of sports. There are Negroes in politics. They're even accorded the ultimate accolade of being in television commercials now. And, I'm glad you're smiling. Is it at once getting much better and still hopeless? Well, I don't think there's much hope for it, to tell you the truth. As long as people are using this peculiar language. It's not a question of what happens to the Negro here, or to the black man here. That's a very vivid question for me, But the real question is what's going to happen to this country. I have to repeat that. You damn right I got the blues. From my head down to my shoes. You damn right I got the blues. From my head down to my shoes. À l'attention de Jay Acton, agence littéraire Spartan, 30 juin 1979. Mon cher Jay, je dois vous avouer que c'est dans un état d'esprit partagé que je vous écris cette proposition. L'été vient à peine de commencer, et j'ai l'impression qu'il s'achève déjà. Dans un mois, j'aurai 55 ans. Oui, 55 ans. Je m'apprête à entreprendre le voyage. Un voyage, à vrai dire, que j'ai toujours su devoir accomplir. Mais que j'avais peut-être, ou même sûrement espéré, ne pas avoir à faire si tôt. Je dis qu'on appelle cela un voyage, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on va découvrir, ni ce qu'on fera de ces découvertes, ni ce qu'elles feront de nous. We not only have a right to be free, we have a duty to be free. And so when you sit down on the bus and you sit down in the front or you sit down by a white person, you're sitting there because you have a duty to sit there, not merely because you have a right. Pour le public, ces vies et ces morts s'inscrivent dans une période qui va de 1955, lorsqu'on entend parler de Martin pour la première fois, à 1968, l'année de son assassinat. Medgar fut assassiné durant l'été 1963, Malcolm en 1965. Take my hand, precious Lord, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm old. Ces trois hommes, Medgar, Malcolm et Martin, étaient très différents. Souvenez-vous que Martin n'avait que 26 ans en 1955, lorsqu'il a pris sur ses épaules le fardeau des crimes, des mensonges et l'espérance d'une nation. Je veux que ces trois vies se heurtent et se révèlent mutuellement, car en vérité, c'est ce qu'elles ont fait. Leur terrible voyage, je veux m'en servir pour instruire ceux qu'ils ont tant aimés, qu'ils ont trahis et pour qu'ils ont donné leur vie. The moment a Negro child walks into the school, every decent, self-respecting, loving parent should take his white child out of that parochial school.
God forgives murder and he forgives adultery. But he is very angry and he actually curses all who do integrate. C'est alors que j'ai vu cette photo, placardée sur tous les kiosques de ce grand boulevard parisien. Les photos de Dorothy Counts, 15 ans, nous faisaient face. La foule l'injuriait et lui crachait dessus, alors qu'elle se rendait en classe, à Charlotte, en Caroline du Nord. La fierté, la tension et l'angoisse se lisaient sur le visage de cette fille, alors qu'elle approchait du temple du savoir. Les sarcasmes de l'histoire dans son dos. Cela m'a rendu furieux. Cela m'a rempli à la fois de haine et de pitié. Et j'ai eu honte. L'un d'entre nous aurait dû être là avec elle. C'est en cet après-midi lumineuse que j'ai su que je quitterais la France. Je ne pouvais simplement plus traîner à Paris, à discuter du problème algérien ou de celui des Noirs américains. Tous les autres payaient leurs dettes. Il était temps pour moi de rentrer chez moi et de régler la mienne. If you was white, you'd be alright. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. They went to the employment office, the number I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said if you was white, you'd be alright. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother. Je suis enfin rentré chez moi. Il y avait un peu d'illusion dans ce chez-moi, mais aussi beaucoup de vérité. Durant mes années à Paris, rien d'américain ne m'avait jamais manqué. Ni les gaufres, ni les glaces, ni les hot dogs, ni le baseball, les majorettes, les films, ni l'Empire State Building, ni Coney Island, ni la Statue de la Liberté, ni le Daily News, ni Times Square. J'avais laissé derrière moi toutes ces choses. Elles auraient aussi bien pu n'avoir jamais existé. Et les revoir, ou pas, m'était absolument égal. C'était mes frères et mes sœurs qui me manquaient. Et ma mère. Eux, c'était différent. Il m'importait de les voir, eux et leurs enfants. J'espérais qu'ils ne m'auraient pas oublié. Les dimanches matins à Harlem me manquaient. Le poulet frit et les biscuits. La musique me manquait. Et le style. Ce style qu'aucun autre peuple au monde ne possède. Me manquait la façon dont les visages sombres se ferment. La façon dont les yeux sombres observent. Et cette lumière qui illumine tout quand s'ouvre un visage sombre. En somme, me manquait ce à quoi je suis relié. La vie qui m'avait construit, nourri et entretenu. À présent, tel un étranger, j'étais chez moi. Je suis fasciné par le mouvement à l'écran et hors de l'écran. J'ai environ 7 ans. Je suis avec ma mère, ou ma tante. Le film s'appelle La Pente. J'avais bien conscience que Joan Crawford était blanche. Pourtant, je me souviens avoir été envoyé un peu plus tard à l'épicerie. Là, une femme de couleur, qui à mes yeux était le sosie de Joan Crawford, achetait quelque chose. Elle était incroyablement belle. Elle m'a regardé avec un si beau sourire que je n'en ai même pas été gêné. Chose rare pour moi. À ce moment-là,
j'avais été pris en main par une jeune institutrice blanche du nom de Bill Miller. Une très belle femme, très importante pour moi. Elle m'a donné des livres, m'a parlé de ses livres et du monde, de l'Éthiopie, de l'Italie et du Troisième Reich allemand. Elle m'a emmené voir des pièces et des films auxquels personne n'aurait même imaginé emmener un garçon de 10 ans. C'est certainement grâce à Bill Miller, arrivé si tôt dans ma vie terrifiante, que je ne suis jamais vraiment parvenu à détester les Blancs. Dieu sait pourtant que j'ai souvent eu envie d'en tuer plus d'un. J'ai donc commencé à me douter que ce n'était pas parce qu'ils étaient blancs qu'ils se comportaient ainsi, mais pour une autre raison. J'étais un enfant, bien sûr. Je manquais donc d'expérience. J'acceptais Bill Miller comme elle était, ou plutôt telle qu'elle me paraissait. De toute façon, elle aussi était traitée comme une négresse, surtout par les flics, et elle aussi détestait les proprios. Richard, can't get him up. Richard, can't get him up. Richard, can't get him up. Lazy Richard can't get him up. Richard. À cette époque, aucun acteur ressemblant à mon père n'avait encore fait son apparition sur les écrans de cinéma. Can't get him up. We'll try to get him on the phone. I was laying down dreaming. Non, ce n'est pas entièrement vrai. Il y avait par exemple Stephen Fetchit, Willie Best et Manton Morland, que je détestais tous, à tort ou à raison. Il me semblait qu'ils mentaient à propos du monde que je connaissais, qu'ils l'avilissaient, et assurément que je ne connaissais personne comme eux, autant que je sache. Mais peut-être que leur terreur comique, leurs yeux exorbités, disaient vrai sur une terreur qui, j'espérais, ne me concernerait jamais. Par contre, je n'avais aucun doute sur la réalité de la terreur qui habitait le concierge noir dans la ville gronde. Le rôle était tenu par Clinton Rosemond, un acteur noir qui ressemblait un peu à mon père. Il est terrifié car une jeune blanche dans cette petite ville du Sud a été violée puis tuée. Et son corps a été découvert dans l'immeuble qu'il garde. Le rôle du concierge est petit. Pourtant, son visage résonne encore aujourd'hui dans mon souvenir. Nobody says you have, Tom, but they might. La brutalité glaçante du film m'a à la fois effrayé et rendu plus fort. Parce qu'oncle Tom refusait de se faire vengeance. Il n'était pas un héros pour moi. Aussi loin que je m'en souvienne, les héros étaient blancs. Pas seulement à cause des films, mais à cause du pays dans lequel je vivais, et que les films ne faisaient que refléter. Je méprisais et craignais ces héros, car ils prenaient, eux, la vengeance entre leurs mains. Pour eux, la vengeance était un droit. Et oui, je le compris alors. Mes compatriotes étaient mes ennemis. J'ai l'impression que toutes ces histoires ont pour but de nous rassurer, en nous faisant croire qu'aucun crime n'a été commis. Nous avons créé une légende à partir d'un massacre. Leaving aside all the physical facts which one can quote, leaving aside rape or murder, leaving aside the bloody catalog of oppression, which we are in one way too familiar with already, what this does to the subjugated is to destroy his sense of reality. This means, in the case of an American Negro,
born in that glittering republic. And at the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white. And since you have not yet seen the mirror, you suppose that you are too. It comes as a great shock around the age of 5 or 6 or 7 to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you. It comes as a great shock to discover that the country, which is your birthplace and to which you owe your life and your identity, has not in its whole system of reality evolved any place for you. Mon cher Jay, vous devez, je l'espère, être aussi curieux que moi de la façon dont ce projet de livre sera réalisé. Je sais comment m'y prendre techniquement. C'est une question de recherche et de voyage. Avec ou sans vous, quoi qu'il en soit, je le ferai. Je commencerai en septembre, quand je prendrai la route. La route, c'est mon retour dans le sud. Voir entre autres Merle Evers et les enfants. Ces enfants qui n'en sont déjà plus. Ça signifie retourner à Atlanta, à Selma, à Birmingham. Voir Coretta Scott King et les enfants de Martin. Je sais que la fille de Martin, dont j'ai oublié le prénom, et Atala, la fille aînée de Malcolm, travaillent toutes les deux dans le théâtre et semble-t-il sont amies. Ça signifie voir Betty Shabazz, veuve de Malcolm, et ses 5 jeunes enfants. Ça signifie m'exposer comme un des témoins de la vie et de la mort de leur célèbre père. Et ça signifie encore plus, beaucoup plus même, une nuée de témoins, selon les mots du vieux Saint Paul. J'ai rencontré Malcolm X en premier. Je l'ai aperçu avant de le rencontrer. Je donnais une conférence quelque part à New York. Malcolm, assis au premier rang de l'amphi, était tellement penché en avant que ses longs bras venaient presque caresser les chevilles de ses longues jambes. Il avait les yeux levés vers moi. J'ai presque paniqué. Je ne le connaissais que par sa légende. Légende dont j'avais assez de jugeote, en tant qu'enfant des rues de Harlem, pour me méfier. Il se peut que Malcolm soit la torche incendiaire que les Blancs l'accusent d'être. Bien qu'en général, les appréciations des Américains blancs dans ces affaires soient risibles, voire pitoyables, ou le seraient si elles n'avaient pas d'effet aussi néfaste. D'un autre côté, Malcolm n'avait non plus aucune raison de me faire confiance. J'ai donc poursuivi tant bien que mal ma conférence, sans qu'il me quitte des yeux. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. En tant que membre de la NAACP, Medgar enquêtait sur le meurtre d'un Noir, qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Il m'avait montré des lettres lui demandant d'intervenir, et il m'avait prié de l'accompagner. J'avais terriblement peur, mais peut-être que ce voyage sur le terrain nous aidera-t-il à définir ce que j'entends par le mot témoin. J'allais découvrir que la distinction entre témoin et acteur est extrêmement ténue. Cette distinction est néanmoins réelle. Par exemple, je n'étais pas un black muslim. De même que pour d'autres raisons, je ne suis jamais devenu un Black Panther. Car je ne prenais pas tous les blancs pour le diable. Et je ne voulais pas que les jeunes noirs le fassent. Je n'appartenais à aucune église chrétienne. Parce que je savais qu'elle n'écoutait ni ne pratiquait le commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je n'étais pas membre de la NAACP. Car au nord, d'où je venais, la NAACP était engluée dans de fatales distinctions de classe entre noirs. Ou dans des illusions du même genre.
ce qui répugnait un petit cireur de chaussures comme moi. Je n'étais pas obligé d'avoir affaire à l'état criminel du Mississippi. Heure après heure, jour après jour, sans parler des nuits. Pas de sueur froide pour moi à cause de décisions affectant des centaines de milliers de vies. Je n'avais pas la responsabilité de lever des fonds, ni de décider de comment les dépenser. Je n'avais pas la responsabilité de la stratégie pour gérer les assemblées de prière, les manifestations, les pétitions, les campagnes d'inscription sur les listes électorales. Je ne voyais les shérifs, leurs adjoints et autres flics de choc qu'en passant. Je ne restais jamais longtemps en ville. C'était parfois démoralisant pour moi. Mais j'ai dû admettre, au fil du temps, qu'une partie de ma responsabilité de témoin consistait à me déplacer autant et aussi librement que possible pour écrire l'histoire et la faire paraître. We should all be concerned with but one goal, the eradication of crime. The Federal Bureau of Investigation is as close to you as your nearest telephone. It seeks to be your protector in all matters within its jurisdiction. It belongs to you. Les Blancs sont stupéfaits par Birmingham, pas les Noirs. Les Blancs veulent perpétuellement s'assurer que Birmingham se trouve en réalité sur Mars. Ils refusent de croire que ce qui se passe à Birmingham se produit aussi dans tout le pays, et encore plus d'agir en conséquence. Ils refusent de se rendre compte qu'il n'y a pas la moindre distance, morale ou factuelle, entre Birmingham et Los Angeles. We've invited three men on the forefront of the Negro struggle to sit down and talk with us in front of the television camera. Each of these men, through his actions and his words, but with vastly different manner and means, is a spokesman for some segment of the Negro people today. Black people in this country have been the victims of violence at the hands of the white man for 400 years. And following the ignorant Negro preachers, we have thought that it was godlike to turn the other cheek to the brute that was brutalizing us. Malcolm X, one of the most articulate exponents of the black Muslim philosophy, has said of your movement and your philosophy that it plays into the hands of the white oppressors, that
they are happy to hear you talk about love for the oppressor because this disarms the Negro and fits into the stereotype of the Negro as a meek, turning the other cheek sort of creature. Would you care to comment on Mr. X's belief? Well, I don't think of love as, in this context, as emotional bosh. But I think of love as something strong and that organizes itself into powerful, direct action. This is what I tried to teach in the struggle in the South, that we are not engaged in a struggle that means we sit down and do nothing. That there's a great deal of difference between non-resistance to evil and non-violent resistance. Martin Luther King is just a 20th century or modern Uncle Tom or a religious Uncle Tom who is doing the same thing today to keep Negroes defenseless in the face of attack that Uncle Tom did on the plantation to keep those Negroes defenseless in the face of the attack of the Klan in that day. I think, though, that we can be sure that the vast majority of Negroes who engage in the demonstrations and who understand the nonviolent philosophy will be able to face dogs and all of the other brutal methods that are used without retaliating with violence, because they understand that one of the first principles of nonviolence is a willingness to be the recipient of violence while never inflicting violence upon another. En ce qui concerne Malcolm et Martin, j'ai vu deux hommes issus de milieux incroyablement différents, dont les positions, à l'origine diamétralement opposées, se sont de plus en plus rapprochées. Au moment de leur mort, leurs positions étaient devenues presque identiques. On peut dire en effet que Martin s'est saisi du fardeau de Malcolm et qu'il a mis en mots la vision que Malcolm avait commencé à dégager et qu'il avait payé de sa vie. Et que Malcolm fut l'un de ceux que Martin vit au sommet de la montagne. Medgar, lui, était trop jeune pour voir cela se produire. Pourtant, il l'espérait et n'en aurait pas été étonné. Mais Medgar a été assassiné avant. J'étais plus âgé que Medgar, Malcolm et Martin. On m'a élevé dans la croyance que l'aîné doit servir de modèle aux plus jeunes et doit, bien sûr, mourir le premier. Aucun des trois n'a vécu jusqu'à 40 ans. We need an organization that no one downtown loves. We need one that's ready and willing to take action, any kind of action, by any means necessary. When Malcolm talks, or one of the ministers talk, they articulate for all the Negro people who hear them, who listen to them, they articulate their suffering. The suffering which has been in this country so long denied. That's Malcolm's great authority over any of his audiences. He corroborates their reality. He tells them that they really exist, you know? Stay back. Stay back. And there are days, this is one of them, when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. How precisely you're going to reconcile yourself to your situation here, and how you're going to communicate to the vast, heedless, unthinking, cruel white majority that you are here. I'm terrified
at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long that they really don't think I'm human. I base this on their conduct, not on what they say. And this means that they have become, in themselves, moral monsters. Most of the white Americans I've ever encountered, really, had a Negro friend or a Negro maid or somebody in high school. But they never, or rarely, after school was over or whatever, came to my kitchen. We were segregated from the schoolhouse door. Therefore, he doesn't know. He really does not know what it was like for me to leave my house, leave the school and go back to Harlem. He doesn't know how Negroes live. And it comes as a great surprise to the Kennedy brothers and to everybody else in the country. I'm certain, again, that like most white Americans I have encountered, they have I'm sure they have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. The question is really a kind of apathy and ignorance, which is a price to be paid for segregation. That's what segregation means. That you don't know what's happening on the other side of the wall because you don't want to know. D'une certaine façon, j'incarnais à l'époque, sans tout à fait le savoir, le grand espoir noir de la grande figure du père blanc. Je n'étais pas raciste. Du moins, je le croyais. Malcolm était raciste. Du moins, les autres le croyaient. En réalité, nous étions simplement prisonniers de la même situation. Well, you tell that to my boy tonight, when you put him to sleep on the living room couch. And you tell it to him in the morning when his mother goes out of here to take care of somebody else's kids. And tell it to me when we want some curtains or some drapes and you sneak out of here and go work in somebody's kitchen. All I want is to make a future for this family. All I want is to be able to stand in front of my boy like my father never was able to do to me. Je dois maintenant esquisser la célèbre rencontre avec Bobby Kennedy. Si Lorraine Hansberry était toujours en vie, elle aurait aujourd'hui presque mon âge. À l'époque de la rencontre avec Bobby Kennedy, elle avait 33 ans. C'est l'une des toutes dernières fois que je l'ai vue debout. Elle est morte à 34 ans. Elle me manque tant. Les gens oublient à quel point nous étions tous jeunes. Pour prendre un autre exemple plutôt différent, Bobby Kennedy avait 38 ans. Nous voulions qu'il demande à son frère, le président, d'escorter une petite fille noire le jour de son entrée dans une école du Sud profond. Il sera ainsi évident, avons-nous dit, que tous ceux qui crachent sur cet enfant crachent sur la nation. Cela non plus, il ne l'a pas compris. Ce serait, a-t-il dit, un geste moral futile. Nous souhaiterions, a dit Lorraine, un engagement moral de votre part. Il a paru vexé. Il semblait penser qu'il avait perdu son temps. Lorraine ne bougeait pas, observant sans arrêt. Elle a regardé Bobby Kennedy qui, peut-être pour la première fois, l'a aussi regardé. Je me fais beaucoup de soucis, a-t-elle dit, pour l'état d'une civilisation capable de produire cette photographie d'un policier blanc debout sur la nuque d'une femme à Birmingham. Ensuite, elle a souri. Et j'ai été content que son sourire n'ait pas été pour moi. Monsieur le ministre de la Justice, au revoir. Elle s'est levée et elle est sortie de la pièce. C'est alors que nous avons entendu gronder le tonnerre. La toute dernière fois que j'ai vu Medgar Evers, il s'est arrêté chez lui, sur le chemin de l'aéroport.
pour que je dédicace mes livres à lui, à sa femme, à ses enfants. Je me souviens de Mirlie Evers, sur le seuil. Elle souriait. Nous nous sommes fait au revoir de la main. Et Medgar m'a conduit à l'aéroport, puis jusqu'à l'avion. Quelques mois plus tard, à Porto Rico, je travaillais à ma pièce. Lucien et moi avions passé la journée à nous promener sur l'île. Nous étions sur le chemin du retour. Une magnifique journée, lumineuse et ensoleillée. Nous étions en décapotable, à rire et à discuter, en écoutant la radio. Puis, la musique s'est arrêtée. Une voix a annoncé que Medgar avait été abattu dans le garage de sa maison. Et sa femme et ses enfants avaient vu tomber le grand homme. They're lowering him down as a king. But when the shadowy sun sets on the one that fired the gun, you'll see by his grave, on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph claims, only upon Le ciel bleu m'a paru s'affaisser comme une chape. Je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais pleurer. Je me suis juste souvenu de son visage. Lumineux, franc, beau. Et de la lassitude qui l'habitait comme une seconde peau. Et de la façon qu'il avait de prononcer le mot route. Et du moment où il m'avait raconté que les haillons d'un homme lynché pendaient de l'arbre, battait au vent pendant des jours, et qu'il avait dû passer chaque jour devant cet arbre. Medgar, mort. En Amérique, je n'avais de liberté que de me battre, jamais celle de me reposer. Et celui qui ne trouve pas le moyen de se reposer ne peut longtemps survivre au combat. Un jeune révolutionnaire blanc reste en général bien plus romantique qu'un révolutionnaire noir. Les Blancs parviennent à traverser toute leur vie dans cet état euphorique. Les Noirs n'ont pas cette chance. Un Noir qui verrait le monde à la manière de John Wayne, par exemple, ne serait pas un patriote excentrique, mais un fou furieux. La vérité est que ce pays ne sait que faire de sa population noire et rêve à une sorte de solution finale. The Negro has never been as docile as white Americans wanted to believe. That was a myth. We were not singing and dancing down the levee. We were trying to keep alive. We were trying to survive a very brutal system. The Negro has never been happy in his place. One of the most terrible things is that, in fact, whether I like it or not, I am an American. My school really was the streets of New York City. My frame of reference was George Washington and John Wayne. But I was a child. When a child opens his eyes in the world, he has to use what he sees. There's nothing else to use. And you are formed by what you see, the choices you have to make, and the way you discover what it means to be black in New York. And then throughout the entire country. I know how you watch as you grow older. And this is not a figure of speech. The corpses of your brothers and your sisters pile up around you. And not for anything they have done. They were too young to have done anything.
But what one does realize is that when you try to stand up and look the world in the face like you had a right to be here, you have attacked the entire power structure of the Western world. Forget the Negro problem. Don't write any voting acts. We had that, it's called the 15th Amendment. During the Civil Rights Bill of 1964, what you have to look at is what is happening in this country. And what is really happening is that brother has murdered brother knowing it was his brother. White men have lynched Negroes knowing them to be their sons. White women have had Negroes burned knowing them to be their lovers. It is not a racial problem. It's a problem whether or not you're willing to look at your life and be responsible for it and then begin to change it. That great Western house I come from is one house, and I am one of the children of that house. Simply, I'm the most despised child of that house. And it is because the American people are unable to face the fact that, in fact, I am flesh of their flesh, bone of their bone, created by them. My blood, my father's blood is in that soil. Good afternoon, ma'am. It's raining so hard. I brought rubbers and coat to fetch my little girl home. I'm afraid you've made some mistake. Ain't this the 3B? Yes. Well, this is it. It can't be it. I had no little colored children in my class. Oh, thank you. There's my little girl. Viola, you may go home. I didn't know she was colored. Neither did I. I hate you. I hate you. I hate you. Viola. Viola. Je sais parfaitement que mes ancêtres n'avaient nul désir de venir ici. Pas plus que les ancêtres de ceux qui se sont proclamés blancs et qui exigent que j'entonne un chant sur ma captivité. S'ils veulent un chant de moi, c'est moins pour célébrer ma captivité que pour justifier la leur. J'ai toujours été frappé, en Amérique, par une pauvreté émotionnelle si abyssale, une peur de la vie et du contact humain si profonde, que pratiquement aucun Américain ne me semble en mesure de concilier de façon viable, organique, sa position publique et sa vie privée. Cet échec de la sphère privée a toujours eu l'effet le plus dévastateur sur la conduite des affaires publiques américaines et sur les relations entre blancs et noirs. Si les Américains n'étaient pas aussi terrifiés par leur moi privé, ils n'auraient pas été aussi dépendants de ce qu'ils ont appelé le problème noir. But they said it wasn't nice to say nigger. Nigger! 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 Poor little nigger kids. Love the little nigger kids. Who loved me? Who loved me? Ce problème qu'ils ont inventé pour préserver leur pureté les a transformés en criminels et en monstres. Et maintenant, il les détruit. Et cela ne résulte pas de ce que les Noirs font ou ne font pas, mais du rôle assigné aux Noirs par une imagination blanche, coupable et limitée. Look, man, don't give me that look. You should have got what was coming to you after spitting in that guy's face.
Why, you... Il est impossible d'accepter les prémices de ce récit. Elle repose sur le profond malentendu américain quant à la nature de la haine entre noir et blanc. That time is now. L'homme noir tire sa haine de la rage. Ça n'est pas tant qu'il déteste l'homme blanc, mais qu'il ne veut plus l'avoir sur son chemin. Et surtout, sur le chemin de ses enfants. L'homme blanc tire sa haine de la terreur. Une terreur sans fond ni nom, qui se focalise sur le noir comme figure d'effroi, sur une entité qui n'existe que dans son esprit. Come on! I can't make it. I can't make it. Quand Sidney saute du train, les blancs progressistes en ville ont été très soulagés, très heureux. Mais quand les noirs l'ont vu sauter, ils ont crié « Remonte dans le train, espèce d'imbécile !» Les noirs sautent du train pour rassurer les blancs et leur faire savoir qu'ils ne sont pas haïs, que bien que coupables d'erreurs humaines, ils n'ont rien fait qui leur vaudrait d'être détestés. I'm Chiquita the 99, I'm here to say I am the top banana in the world. Malgré la prolifération dans ce pays de mythes fabuleux sur la sexualité des Noirs, la culture populaire se sert encore des hommes noirs, comme s'ils étaient dénués de tout attirail sexuel. Sidney Poitier, en tant qu'artiste noir et en tant que mâle, se heurte aussi à la sexualité infantile et mal assumée de ce pays. Harry Belafonte et lui sont ainsi des sexes symboles, bien que personne n'ose l'admettre, et ose encore moins se servir d'eux, comme de n'importe quel autre vrai mâle hollywoodien. On a tout volé aux Noirs de ce pays, et ils ne veulent pas qu'on leur vole leur artiste. Les Noirs ont détesté en particulier Devine qui vient dîner, car ils ont eu l'impression qu'en fait on utilisait Sidney contre eux. Étrangement, Devine qui vient dîner peut s'avérer être un jalon important, car il est vraiment impossible d'aller plus loin dans cette direction-là. La prochaine fois, il va falloir s'embrasser. Well, got your ticket? Here you are. Thank you. J'ai bien conscience que les hommes ne s'embrassent pas dans les films américains, ni en général dans la vie américaine. Et ici, le détective noir et le shérif blanc ne s'embrassent pas non plus. You take care. You hear? Mais le baiser final obligatoire dans le cinéma classique américain ne parlait pas d'amour et encore moins de sexe. Il parlait de réconciliation, de toutes ces choses qui deviennent alors possibles. Il y a longtemps, j'ai connu une fille blonde à Greenwich Village. Nous ne sommes jamais sortis de la maison ensemble. Elle était bien plus en sécurité seule dans les rues qu'avec moi à ses côtés. C'était un fait cruel et humiliant qui a totalement détruit toute possibilité de relation entre cette fille et moi. Ça arrive tout le temps en Amérique. Mais les Américains sont encore loin de saisir à quel point ce fait est sinistre et ce qu'il révèle sur eux. Quand nous sortions le soir, donc, elle partait seule avant moi.
J'attendais 5 minutes. Et je partais seul à mon tour, par un autre chemin, pour la retrouver sur le quai du métro. Nous faisions comme si nous ne nous connaissions pas. Nous entrions dans le wagon, chacun à un bout. Puis nous marchions, séparément, dans les rues du pays de la liberté, pour nous rendre où nous allions, chez des amis, au cinéma. All over the country, families such as this are enjoying new prosperity. They have new interests, new standards of living, a buying power they've never enjoyed before. There are good prospects for practically all types of goods and services. All too often, though, they are overlooked prospects. Since 1940, in San Francisco alone, the Negro market has increased by 89%. Here are millions of customers for what you have to sell. Customers with $15 billion to spend. Quelqu'un m'a dit un jour que les gens en général ne peuvent pas supporter beaucoup de réalité. Il voulait dire qu'ils préfèrent le fantasme à une recréation véridique de ce qu'ils ont vécu. Les gens ont suffisamment de réalité à supporter, rien qu'en vivant leur vie, en élevant leurs enfants, en affrontant l'éternel casse-tête de la naissance, des impôts et de la mort. Negroes are continuously making progress here in this country. The progress in many areas not as fast as it should be, but they are making progress, and we will continue to make progress. There's no reason that in the near or in the foreseeable future that a Negro could also be president of the United States. I remember, for example, when the ex-Attorney General, Mr. Robert Kennedy, said that it was conceivable that in 40 years in America we might have a Negro president. And that sounded like a very emancipated statement, I suppose, to white people. They were not in Harlem when this statement was first heard, and did not hear, and possibly will never hear, the laughter and the bitterness and the scorn with which the statement was greeted. From the point of view of the man in the Harlem barbershop, Bobby Kennedy only got here yesterday. And now he's already on his way to the presidency. We've been here for 400 years, and now he tells us that maybe in 40 years, if you're good, we may let you become president. It was a dream, just a dream I had on my mind. It was a dream, just a dream I had on my mind. And when I woke up, baby, not a thing could I find. I dreamed I went out with an angel and had a good time. I dreamed I was satisfied and nothing to worry my mind, but it was a dream, just a dream I had on my mind. Let me put it this way, that from a very literal point of view, the harbors and the ports and the railroads of the country, the economy, especially of the southern states, could not conceivably be what it has become if they had not had, and do not still have indeed, and for so long, so many generations, cheap labor.
terrible thing for an entire people to surrender to the notion that 1/9 of its population is beneath them. And until that moment, until the moment comes when we, the American people, are able to accept the fact that I have to accept, for example, that my ancestors are both white and black, that on that continent we are trying to forge a new identity for which we need each other, and that I am not a ward of America. I am not an object of missionary charity. I am one of the people who built the country. Until this moment, there is scarcely any hope for the American dream, because the people who are denied participation in it, by their very presence, will wreck it. And if that happens, it's a very grave moment for the West. Thank you. Today with 7 men who have 2 things in common. They're entertainers and artists, and they've all come to Washington. They're 7 out of some 200,000 American citizens who came to the Capitol to march for freedom and for jobs. Will this tremendous outburst now lead to a course of action, Mr. Belafonte? The now that is being spoken about is the fact that in 100 years, finally, through whatever the causes have been in history, and most of them have been because of oppression, the Negro people have strongly and fully taken the bit in their teeth. They're asking absolutely no quarter from anyone. But I do say that the bulk of the interpretation of whether this thing is going to end successfully and joyously or is going to end disastrously lays very heavily with the white community. It lays very heavily with the profiteers. It lays very heavily with the vested interests. It lays very heavily with a great middle stream in this country of people who have refused to commit themselves or even have the slightest knowledge that these things have been going on. Je parle en tant que membre d'une certaine démocratie et d'un pays très complexe qui s'obstine à rester très étroit d'esprit. La simplicité est considérée comme une grande vertu américaine, ainsi que la sincérité. I'm sorry. I am deeply sorry. And I'm sorry. I'm deeply sorry about And there are no excuses. I am sorry. You've made plenty of mistakes. For that, I apologize. I am very sorry. You know, I'm sorry I did this to you, but you got to get used to it. It's one of those little problems in life. I take full responsibility. I'm here today to again apologize. I'm just apologizing for that to her. For any mistakes I have made, I take full responsibility. It's an honor to serve the city of Ferguson and the people who live there. Il en résulte, entre autres, que l'on en vient aussi à considérer l'immaturité comme une vertu. De sorte que quelqu'un comme, disons, John Wayne, qui dans ses films a passé le plus clair de son temps à faire la leçon aux Indiens, n'a jamais été obligé de grandir. J'étais à Londres ce soir-là. Nous étions libres et avions décidé de nous offrir un très bon dîner entre amis. Le serveur est venu me prévenir d'un appel. Ma sœur Gloria s'est levée pour aller répondre. À son retour, elle était très bizarre. Elle restait sans parler. Et je craignais de lui poser la moindre question. Puis, alors qu'elle
mâchait quelque chose que manifestement elle ne goûtait pas. Elle m'a dit, il faut que je te le dise, parce que les journalistes vont arriver. On vient de tuer Malcolm. There is nothing in the evidence offered by the book of the American Republic which allows me really to argue with the cat who says to me, they needed us to pick the cotton, and now they don't need us anymore. And now they don't need us, they're going to kill us all off, just like they did the Indians. And I can't say it's a Christian nation. Your brothers will never do that to you because the record is too long and too bloody. That's all we have done. All your buried corpses now begin to speak. I say violence is necessary. Violence is a part of America's culture. It is as American as cherry pie. Black power, brothers. If we were white, if we were Irish, if we were Jewish, if we were Poles, if we had, in fact, in your mind, a frame of reference, our heroes would be your heroes too. Nat Turner would be a hero for you instead of a threat. Malcolm X might still be alive. And everyone is very proud of brave little Israel, a state against which I have nothing. I don't want to be misinterpreted. I'm not an anti-Semite. But, when the Israelis pick up guns, or the Poles, or the Irish, or any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, word for word, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. Look out across this land we love. Look about you, wherever you are. There's unending scenic beauty, and there's freedom. It's an inherent American right, meaning many different things to every single citizen. It's a leisurely afternoon of golf along a pleasant course. It's an amusement park, a roller coaster ride. A day at a county fair. A day of excitement. Unrestricted travel across all our 50 states. Unlimited enjoyment of all these jewels in the continent's crown. For all of us, there's all of America, all of its scenic beauty, all of its heritage of history, all of its limitless opportunity. We've dropped too many bombs on Vietnam now. Let us save our national honor, stop the bombing, and stop the war. Ce que j'essaie de dire à ce pays, de nous dire à nous, c'est que nous devons savoir. Il faut que nous en soyons conscients. Aucune autre nation au monde n'a jamais été aussi opulente et belle à voir, aussi protégée, aussi heureuse, aussi irresponsable et aussi morte. Aucune autre nation ne peut se permettre le rêve de posséder une Plymouth, une femme et une maison avec clôture. Des enfants qui grandissent en toute sécurité pour aller à l'université et devenir des cadres qui se marieront et auront la Plymouth, la maison et le reste. Beaucoup de peuples ne vivent pas ainsi et ne peuvent même pas l'imaginer. Ils ne savent pas que lorsque nous parlons de démocratie,
C'est cela que nous entendons. L'industrie du divertissement, telle qu'elle est construite, est forcée de présenter au peuple un fantasme de la vie à l'américaine qui se perpétue indéfiniment. Leur idée du divertissement est difficile à différencier de l'usage des drogues. What worries you about them having black partners? Do you think people are going to look down on them or judge them? Yes, I think people look down. Yeah. Regarder la télévision, même peu de temps, c'est apprendre des choses vraiment effrayantes sur le sens de la réalité des Américains. Nous sommes cruellement coincés entre ce que nous aimerions être et ce que nous sommes vraiment. Il nous est absolument impossible de devenir ce que nous voudrions, tant que nous ne sommes pas prêts à nous demander pourquoi les vies que nous menons sur ce continent sont pour la plupart aussi vides, aussi insipides et aussi laides. Ces images ne sont pas destinées à déranger, mais à rassurer. Elles affaiblissent notre capacité à nous confronter au monde tel qu'il est, et à nous-mêmes, tels que nous sommes. I would like to add someone to our group here. Professor Paul Weiss, a Sterling Professor of Philosophy at Yale. Were you able to listen to the show backstage? I heard a good deal of it, but then I was behind the rostrum gate. Yes. So I heard only some of it. Did you hear anything that you disagreed with? I disagreed with a great deal of it. And, of course, there's a good deal I agree with. But I think he's overlooking one very important matter, I think. Each one of us, I think, is terribly alone. He lives his own individual life. He has all kinds of obstacles in the way of religion or color or size or shape or lack of ability, and the problem is to become a man. But what I was discussing was not that problem, really. I was discussing the difficulties, the obstacles, the very real danger of death thrown up by the society when a Negro, when a black man attempts to become a man. All this emphasis upon black men and white does emphasize something which is here, but it emphasizes it or perhaps exaggerates it, and therefore makes us put people together in groups which they ought not to be in. I have more in common with a black scholar than I have with a white man who's against scholarship. And you have more in common with a white author than you have with someone who's against all literature. So why must we always concentrate on color or on religion or this? There are other ways of connecting men. I'll tell you this. When I left this country in 1948, I left this country for one reason only, one reason. I didn't care where I went. I might have gone to Hong Kong, I might have gone to Timbuktu. I ended up in Paris, on the streets of Paris, with $40 in my pocket on the theory that nothing worse could happen to me there than it already happened to me here. You talk about making it as a writer by yourself. You have to be able then to turn off all the antenna with which you live, because once you turn your back on this society, you may die. You may die. And it's very hard to sit at a typewriter and concentrate on that if you're afraid of the world around you. The years I lived in Paris did one thing for me. They released me from that particular social terror, which was not the paranoia of my own mind, but a real social danger visible in the face of every cop, every boss, everybody. I don't know what most white people in this country feel, but I can only include what they feel from the state of their institutions. I don't know if white Christians hate Negroes or not, but I know that we have a Christian church which is white and a Christian church which is black. I know, as Malcolm X once put it, that the most segregated hour in American life is high noon on Sunday. That says a great deal for me about a Christian nation. It means that I can't afford to trust most white Christians and certainly cannot trust the Christian church. I don't know whether the labor unions and their bosses really hate me. That doesn't matter, but I know I'm not in their unions. I don't know if the real estate lobby is anything against black people, but I know the real estate lobbies keep me in the ghetto. I don't know if the Board of Education hates black people, but I know the textbooks they give my children to read and the schools that we have to go to. Now, this is the evidence. You want me to make an act of faith, risking myself, my wife, my woman, my sister, my children, on some idealism which you assure me exists in America, which I have never seen. Toutes
les nations occidentales se sont empêtrées dans un mensonge, celui de leur prétendu humanisme, ce qui veut dire que leur histoire n'a aucune justification morale, que l'Occident n'a aucune autorité morale. Un des personnages de l'idiot de Dostoïevski déclare « Je suis peut-être infâme, mais je ne crois pas aux chariots qui apportent du pain à l'humanité. Car les chariots qui apportent du pain à l'humanité peuvent très froidement empêcher une partie considérable de cette humanité de profiter de ce qu'ils apportent. » Pendant longtemps, l'Amérique a prospéré. Et cette prospérité a coûté la vie à des millions de personnes. Aujourd'hui, même ceux qui bénéficient le plus spectaculairement de cette prospérité ne sont pas capables d'en supporter les avantages. Ils ne peuvent ni les comprendre, ni s'en passer. Par-dessus tout, ils ne peuvent s'imaginer le prix payé par leurs victimes ou sujets pour rendre possible cette façon de vivre. De ce fait, ils ne peuvent pas se permettre de comprendre pourquoi les victimes se révoltent. Cette formule est celle d'une nation ou d'un royaume en déclin. Car aucun royaume ne peut se maintenir par la force seule. La force ne fonctionne pas comme ses partisans le croient. Elle ne révèle pas à la victime la puissance de son adversaire. Au contraire, elle révèle la faiblesse, voire la panique de cet adversaire. Et cette révélation insuffle de la passion à la victime. Il y a un jour, à Palm Springs, dont je me souviendrai toujours. Un jour ensoleillé. J'étais basé à Hollywood et je travaillais au scénario adapté de l'autobiographie de Malcolm X. La tâche était difficile, car après tout, j'avais connu Malcolm. J'avais croisé le fer avec lui, travaillé avec lui. Et je lui portais cette immense estime qu'on a du mal à distinguer de l'amour, si même on le peut. Billy Dee Williams était venu en ville. Il logeait chez moi. Je tenais beaucoup à ce qu'il y joue le rôle de Malcolm. On avait porté le téléphone près de la piscine. Et voilà qu'il sonnait. J'ai décroché. Le tourne-disque jouait encore. Il n'est pas encore mort. Il est blessé à la tête. I have some very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. C'est à peine si je me souviens du reste de la soirée. Je me rappelle que j'ai brièvement pleuré, plus de rage que de chagrin, et que Billy essayait de me consoler. Mais en fait, je ne me souviens plus du tout de la soirée. Mother dear, may I go downtown instead of out to play and march the streets of Birmingham in a freedom march today. But mother, I won't be alone. Other children will go with me and march the streets of Birmingham to make my country free. L'église était bondée. Sur le banc devant moi étaient assis Marlon Brando, Sammy Davis et Eartha Kitt. Sidney Poitier n'était pas loin.
J'ai vu Harry Belafonte, assis à côté de Coretta King. Comme depuis mon enfance, pleurer en public me pose problème. Je faisais de grands efforts pour ne pas craquer. Je ne voulais pas pleurer pour Martin. Les larmes semblaient futiles. Mais je craignais peut-être aussi. Et je ne devais pas être le seul. Que si je commençais à pleurer, je ne pourrais jamais m'arrêter. Je me suis mis à pleurer, j'ai trébuché. Samy m'a pris par le bras. L'histoire des Noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique. Et ce n'est pas une belle histoire. Que faire? Eh bien, je suis fatigué. Je ne sais pas comment ça va tourner. Mais je sais que de toute façon, ce sera sanglant et dur. Je crois toujours que nous pouvons faire avec ce pays quelque chose qui n'a jamais été fait. Nous nous trompons ici, parce que nous pensons chiffres. Ce n'est pas des chiffres qu'il faut, mais de la passion. L'histoire du monde le prouve. La tragédie, c'est que la plupart de ceux qui prétendent s'en soucier s'en fichent en réalité. Leur souci, c'est leur sécurité et leur profit. Le mode de vie américain a échoué à rendre les gens plus heureux et à les améliorer. Nous refusons de l'admettre. Et en fait, nous ne l'admettons pas. Nous continuons à croire que les criminels et les têtes vides parmi nos enfants sont le résultat de quelques erreurs de calcul dans une formule qui peut être corrigée. Que l'hostilité insensée qui fait que nos villes sont parmi les plus dangereuses au monde est produite et alimentée par une poignée d'individus pathologiques. Que le manque de conviction passionnée et d'autorité personnelle ne fait que démontrer notre tendance à suivre le groupe, à être démocratique. Un coup d'œil sur les États-Unis aujourd'hui suffira à faire pleurer Henri ses prophètes. Ce n'est pas le pays des hommes libres. Et ce n'est qu'à contre-cœur, et rarement, la nation des hommes braves. Je me dis parfois que c'est un miracle absolu, que l'entière population noire des États-Unis n'ait pas depuis longtemps succombé à une furieuse paranoïa. Pour nier la réalité sociale, les gens finissent par vous dire « Mais que vous êtes amer ». Bon, il se peut que je le sois, ou pas. Mais si je l'étais, j'aurais de bonnes raisons. Parmi elles, en premier lieu, l'aveuglement ou la lâcheté des Américains, qui veut nous faire croire qu'il n'y a dans cette vie aucune raison d'être amer. Dans ce pays, il existe depuis si longtemps que c'en est dangereux. Deux niveaux d'expérience. Le premier, pour résumer cruellement, se trouve dans les images de Gary Cooper et Doris Day. Deux des plus grotesques plaidoyers d'innocence que le monde ait connus. Le second, souterrain, indispensable et dénié, peut se résumer, disons, au ton et au visage de Ray Charles. Oh, mama, don't you treat me wrong. Come and love me, daddy, all night long. Oh,
niveau d'expérience. Should I be bad or nice? Should I surrender his pleading words so tenderly entreat me? Is this the night that love finally defeats? Vous ne pouvez pas me lyncher et me garder dans un ghetto sans devenir vous-même des monstres. De plus, vous me donnez un terrible avantage. Vous n'avez jamais eu à me regarder. Moi, j'ai dû vous regarder. J'en sais plus sur vous que vous sur moi. On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte. Mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. L'histoire n'est pas le passé, c'est le présent. Nous portons notre histoire avec nous. Nous sommes notre histoire. Si nous prétendons le contraire, nous sommes littéralement des criminels. Je peux certifier que le monde n'est pas blanc. Il ne l'a jamais été. Ne peut pas l'être. Le blanc est une métaphore du pouvoir. Juste une manière de décrire la Chase Manhattan Bank. I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. But the Negro in this country, the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they're going to face and deal with and embrace this stranger whom they've maligned so long. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need him. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, North and South, because it's one country, and for a Negro, there is no difference in the North and the South. There's just a difference in the way they castrate you. But the fact of the castration is the American fact. If I'm not the nigger here, and you invented him, you, the white people, invented him, then you got to find out why. And the future of the country depends on that, whether or not it's able to ask that question. I said them shit like a slave, got me black. Oh, if you feel money for pain, got me black. I'm an I said them put me in a chain, got me black. I'm a now, me gold chain full of rocks. And you don't see the whip, left yard from me back. But now we have a big whip mark from the black. Oh, them I say we doom from the start, got me black. Remember this, every race start from the block. Just remember that. I'm the biggest hypocrite in 2015.
machine. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutional lies, manipulation and lies. Reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, then pill out. Muscle cars like pull up, show you what these big wheels bout. Hypocrite.